Il y a toujours des crétins pour croire au sens de l'histoire, comme il y a des prétentieux qui s'autoproclament progressistes. Qu'est-ce qu'un progressiste ? L'âge a ceci d'avantageux, c'est qu'il donne une vue d'observation sur la durée de la nature humaine. J'ai rencontré beaucoup d'hommes se prétendant progressistes et j'ai noté certains traits qu'ils avaient en commun. Ils sont persuadés que le changement est un bien en soi, sans jamais se préoccuper des inconvénients à moyen et long terme, et demeurent aveugles quant aux dommages engendrés par un changement. Ils vénèrent la nouveauté, surtout si celle-ci vient de l'étranger. Ils n'ont pas un esprit critique très développé sur leur époque, mais en revanche, ils ont un jugement acéré sur le passé, parfois sur de lointaines périodes qu'ils dénigrent allègrement, sans se poser la question de la pertinence d'un jugement moral sur des comportements humains de personnalités ayant vécu il y a plusieurs siècles passés. Les progressistes sont très doués pour être dans le bon camp de l'histoire une fois que celle-ci est écrite. Ce qu'un progressiste appelle progrès, c'est bien souvent qu'une perméabilité aux propagandes efficaces du système. Ils ont un côté très sentencieux, persuadés de détenir la vérité. Cela en fait des absolutistes pour eux-mêmes, mais des relativistes pour les autres. Voilà quelques traits remarquables chez le progressiste, la liste n'est pas exhaustive. Lorsque j'affronte un progressiste, à un moment ou à un autre, il me dit toujours « il faut bien faire avancer l'histoire ». Ah oui ? Et qu'est-ce que cela signifie de faire avancer l'histoire ? C'est à croire que tous les progressistes sont dotés de super-pouvoirs pour faire avancer le temps. Et pourquoi avancer le temps ? Pour aller plus rapidement au cimetière ? J'aimerais trouver un philosophe qui me donne une définition du progrès. Attention, j'ai bien dit un philosophe et non pas un professeur de philosophie qui se prend pour un philosophe. Parce que j'en connais des professeurs qui professent. Mais lorsqu'il faut passer aux travaux pratiques, c'est une autre histoire. Je vais vous raconter une anecdote qui décrit bien ce qu'est un progressiste. Quelques jours avant le conclave, Donald Trump a publié sur un réseau social une photo où il est représenté en pape. Évidemment, c'était un montage fabriqué pour faire sourire et montrer par autodérision son intérêt pour la papauté et l'importance des enjeux du prochain pontificat. La blague a fait rire jusqu'au Vatican. Mais Donald Trump étant le mal absolu, incarnant ce mal absolu pour les progressistes, ils lui sont tombés dessus pour l'accuser de blasphème grotesque et vulgaire. J'ai ferraillé avec un progressiste autoproclamé se déclarant offusqué par cette photo, pauvre homme fragile. Je pense qu'il est très soucieux par ailleurs de l'image de l'Église catholique et qu'il est choqué par certaines unes de Charlie Hebdo, le journal des progressistes qui pense avoir de l'humour. Il est cocasse de constater que le blasphème est convoqué à la rescousse par un progressiste pour condamner un comportement qui relève au pire de la potacherie. Ces mêmes progressistes se disent grands défenseurs de la liberté d'expression par ailleurs. L'avortement, le mariage entre homosexuels, l'euthanasie, ça passe crème. Mais une photo de Donald Trump en pape, pensez donc ! C'est une atteinte à la dignité humaine. Une offense aux droits de l'homme, aux droits de la femme et une insulte à la République. Une désinvolture flagrante envers la laïcité et une incitation à la haine à l'encontre de tous les croyants. C'est légèrement surjoué, mais c'est le ton employé par ces hommes de progrès. Plus rien ne m'étonne de la part de ces progressistes. Chez le progressiste, c'est le progressiste centriste qui remporte la palme du dédain. Il se remarque au plus jeune âge parce qu'il n'a pas eu de jeunesse. Il s'est pris au sérieux dès l'âge de raison et s'est toujours débrouillé pour plaire à ses maîtres, ou plutôt pour s'adapter à leurs exigences. À 30 ans, il est déjà chauve, et à 40 ans, il en paraît déjà 60. Il faut dire qu'il est tellement en avance sur son temps qu'il vieillit plus vite que la moyenne. Et oui, être progressiste a fait vieillir plus vite, on n'y pense pas assez. À force de se projeter dans l'avenir, on finit dans sa tombe, comme tout le monde. Pas toujours, allez-vous me dire. En effet, il est vrai qu'un progressiste se fait incinérer, au mépris de tout respect pour le corps. Le progressiste centriste est généralement doué pour les études, ce qui lui a permis d'acquérir une solide fatuité, lui permettant de conforter une suffisance qui ne le quittera plus. Naturellement, il lit Le Monde. Toujours du côté du manche, le progressiste centriste méprise le sans grade, mais pas ouvertement, toujours de façon cauteleuse, parce qu'il est lâche.
Lorsqu'il arrive à 50 ans, avec la gueule d'Alain Juppé, le progressiste centriste est en mesure de donner toute sa puissance. Agélaste pincé, pisse-froid et peine à jouir, larbin servile du système, répéteur de la propagande officielle, le progressiste centriste est comme une anguille molle et gluante glissant sur sa bave pour atteindre le cénacle des arrivistes. Il est toujours à la page, toujours dans le vent, toujours en mouvement, mais lorsqu'il parle politique, c'est un filet d'eau tiède d'un ennui mortel. Suffocante 24 heures sur 24, il n'a pas hésité, avec un zèle inégalé, à dénoncer les réfractaires aux masques et aux vaccins durant la grande mascarade covidique. Incapable d'autodérision, le progressiste centriste va surjouer l'homme offensé si vous brocardez ce qu'il a de plus précieux, sa sainte certitude en lui-même. Le progressiste est d'une bégueulerie de surveillante de couvent, mais comme il est lâche, ses capucinades ne viseront jamais ce qui est à la mode, car il craindrait trop de déplaire. Le progressiste centriste n'est pas forcément méchant, il est simplement persuadé d'être investi d'une mission sacrée, celle d'éclairer le monde de ses lumières éblouissantes, mais délusoires. Il ne faut pas lui en vouloir, il est le fruit d'un système qui fait croire aux naïfs que les hiérarques d'aujourd'hui sont forcément mieux qu'hier, toujours à cause du fameux sens de l'histoire. Mais il n'a pas compris que si les époques changent, les circonstances, le temps, lui, ne change pas la nature humaine. La barbarie organisée n'appartient pas qu'au passé, hélas. Elle prend d'autres formes et s'opère de façon feutrée. Oui, la cruauté n'a pas d'âge, il suffit d'observer l'actualité dans le monde qui, chaque jour, nous diverse le triste spectacle de la plus effroyable sauvagerie. Mais le progressiste n'a cure du passé. Il est forcément tourné vers l'avenir. C'est original d'être tourné vers l'avenir. À part moi, je ne connais pas grand monde affirmant être tourné vers le passé. D'ailleurs, le progressiste se croit plus malin que les autres en vaticinant constamment. À bout d'arguments, le progressiste centriste avec qui j'ai fait railler a fini par me traiter de dandy réactionnaire. C'est un beau compliment. J'aime beaucoup les dandys, mais il y a autant de définitions du dandysme qu'il y a de dandy. Alors si être un dandy, c'est se moquer du candidaton, ne pas prendre la société au sérieux, alors oui, je suis volontiers un dandy. Pour ce qui est d'être réactionnaire, eh bien oui, je veux bien l'être, car je considère que la réaction, c'est la vie. Il n'y a que les morts qui ne réagissent à rien. En vérité, j'ai du mal à m'adapter aux changements parce que depuis tout jeune, j'ai constaté que les changements m'apportaient pas forcément un progrès, alors je me suis méfié de tous les changements parce qu'à chaque fois que l'on m'a promis du mieux, c'était moins bien après. Alors il y a un mot pour désigner les personnes comme moi. Nous sommes des misonéistes. Alors même si vous n'avez pas aimé cette chronique, j'espère qu'elle aura enrichi votre vocabulaire et vous aura donc été utile en vous apprenant un mot. Chers auditeurs, bonsoir, nous sommes en direct dans le libre journal de moi-même, au bal des facétieux, et je reçois ce soir Bertrand Carrois, docteur en philosophie, qui a écrit un livre qui s'appelle Abécédaire apocalyptique aux éditions Le Lys Bleu. Alors, monsieur Bertrand Carrois, est-ce que vous êtes un misonéiste ? Sans doute, je le suis. Alors, je le suis d'abord en réaction justement à ma pratique professionnelle pendant une dizaine d'années où j'ai accompagné, vous allez pouvoir bondir de votre siège, j'accompagnais le changement, l'accompagnement des transformations dans les organisations. Et donc, j'ai pu, le portrait que vous faites de ces gens-là. Vous dites ces gens-là, c'est des progressistes de changement, ceux qui aiment le changement pour le changement. Exactement, c'est très fidèle et c'est réjouissif, c'est jouissif. Il y a beaucoup d'humour. Et on retrouve à la fois ce sectarisme du changement et du changement et de ne pas vouloir creuser les choses. Ce sont toujours une sorte de superficie dans les propos de ces gens-là. Et là où ma formation de philosophe voulait justement aller en profondeur. Václavic l'a dit. Václavic ou l'école de Palo Alto sur la communication. On voit le docteur en philosophie parce que là... sur les logiques de communication, par exemple, il n'y a pas de vérité. Sur la communication pour la communication. Voilà, exactement. Et alors, dès que je pouvais émettre simplement un doute,
un doute raisonnable. Alors j'avais le droit, Ah pas oui, aux insultes, parce que c'est très feutré, mais vraiment à une sorte de regard condescendant, il a disant, rien ouais, compris. il n'a rien compris, mais quand même, slavique, Le ou changement l'école pour de le Palo Alto. changement. Donc et alors le changement, ça me touche particulièrement, puisque ma thèse portait justement sur la nature, enfin sur la génération naturelle. Et la génération naturelle, c'est la nature, elle dit principe de changement. Alors chez L'évolution Aristote, plutôt. oui, alors de changement, enfin dans Bon, les ouais. traductions, les anciennes traductions que l'on trouve, on traduit par principe de Mmh. changement. Et, et donc ça m'a toujours fasciné, enfin donc la nature m'a fasciné, la nature en tant que principe de changement et d'une certaine permanence en même temps. Donc c'est pas si tout change, finalement rien ne change. Et les partisans de ce changement pour le changement, pour lequel la finalité était une sorte d'horizon très, très brumeux, très flou, ne pouvaient pas rendre compte justement des raisons pour lesquelles il fallait changer. Par contre, l'accompagnement, oui, mais le Alors, pourquoi. oui, c'est le changement, ce qui m'agace dans ces mots, c'est que la plupart du temps, ils sont prononcés par des personnes qui n'ont pas étudié le pourquoi du présent. C'est-à-dire qu'il faut déjà, respecter, la permanence, la durée, parce que si quelque chose, quelle qu'elle soit, a duré, c'est qu'elle était de qualité. Heu, nous ne sommes pas totalement idiots. Si quelque chose n'est pas bon, on le change. Donc changer pour changer, ça voudrait dire que jusque-là, nous nous serions trompés. Alors je parle bien du changement, pour le changement, c'est-à-dire, oui, c'est un peu comme dans les grands bazars, vous savez, on change de rayon les articles pour que le consommateur, n'ait plus d'habitude et cherche l'article qu'il visait en faisant tout le magasin en espérant, enfin les concepteurs de cette, théorie espèrent que comme ça, il achètera davantage parce qu'étant un peu paumé, Mm. il fera tout le magasin au lieu directement acheter quelque chose et revenir à la caisse. Il ira un peu partout, alors mettre, vous savez, le fameux exemple, mettre les aiguilles à un bout du magasin et le Mm. fil à un autre bout. Comme ça, vous traversez tout le magasin. En général, quand vous achetez du fil, vous achetez l'aiguille. Bon, je ne sais pas, quand vous achetez des chaussures de cuir, bah, vous achetez le cirage. Bon, Mm. bref, tout ça pour dire que c'est très étudié tout ça. Après, il y a alors le progrès technique, bien sûr, il va de soi, le progrès technique. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est plus pour vendre des objets dont on n'a pas forcément besoin que pour rendre plus confortable l'utilisation de l'objet. Je prends l'exemple des téléphones portables. Par exemple, bon, bah, moi, un téléphone, ça me sert éventuellement à téléphoner, pas forcément à prendre des C'est un photos. aspect mineur, hein, Voilà, maintenant c'est un aspect aujourd'hui, mineur. Mais ceci des dit, choses. comme tout le monde, je suis bien content de pouvoir aussi écouter Radio Courtoisie sur mon téléphone, à faire tout un tas de choses. Le problème, c'est que avec l'obsolescence programmée, on vous dit ah bah votre téléphone au bout de 2 ans, allez poubelle. Et on sort le fameux, alors iPhone 8, iPhone 9, iPhone, je crois qu'on en a à iPhone 24 ou je sais pas quoi. J'ai perdu le Bon, fil. tout ça pour faire consommer et ça coûte très très Mm. cher. Donc en fait, derrière le changement, il y a quand même un aspect, pas du tout un aspect de progrès en soi, mais un aspect plutôt mercantile. Oui, en fait, il y a deux types de changements. Il y a le changement qu'on observe dans la nature et qui est au Mm. contraire, hein, enfin, source d'émerveillement pour nous. Ouais. Et le changement humain, qui est effectivement pensé, voulu, et qui s'apparente. Enfin, ce changement pour le changement, c'est aussi une forme de distraction. C'est-à-dire qu'on court après, que ce soit les Oui. nouveaux téléphones, les nouveautés, et ça nous distrait. Ça nous distrait l'âme, en Ouais. fait. Alors moi, je sais pour le rituel, vous voyez, parce que les Mhm. rituels m'apaisent, sont rassurants. La permanence, l'immuable, Mhm. l'éternel. En fait, pour moi, le rituel me rapproche de l'éternité. Oui, mais Alors c'est ce qu'on. que Enfin, il y a une sorte de rituel dans la nature qui est le ouais. retour, le cycle des Alors, saisons, oui, alors c'est pour ça que l'ordre du j'étais un peu cosmos. gêné par quand on dit de changement, parce que moi, c'est plutôt, Mhm. c'est, comment dirais-je, bah, la permanence des saisons. Les saisons, la nature change, mais c'est toujours les saisons. Mhm.
Donc c'est pour ça que... Quoique, mon bon monsieur, il n'y a plus de saison. Oui, alors ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire Je croire. Et alors, c'est une très bonne transition sur un de vos chapitres, je crois que c'est le premier d'ailleurs, sur l'écologie. Alors, j'ai lu tout votre livre, et vous vous plaignez... alors, ce qui est amusant chez vous, c'est que parfois, on ne sait pas si c'est du premier ou du deuxième degré. Parce que vous parlez de l'extinction des espèces. Après, vous dites comme moi qu'il y a parfois des prêches d'écologistes pour dire c'est foutu, tout est foutu. Bon. Mais ce chapitre-là, je me suis dit, mais est-ce qu'il parle, il écrit au premier degré ou c'est pour se moquer des gens, des millénaristes catastrophistes? Les deux, mon bon monsieur. Ah. Réponse de Normand, ouais. Désolé. Non, mais je n'ai rien contre les Normands. Littéralement, oui, bien sûr, que ce soit l'extinction des espèces ou ce que l'on peut observer, alors sans rentrer dans une querelle de chiffres, parce que alors, il y a bien sûr, c'est un sujet de dialectique sur le changement. On va tous mourir. Au feu, l'extinction des espèces. Nuit, brouillard, incendiaire. La terre, un désert plus sec que le... Oui, c'est le désert iranien. Un désert iranien. Pas la peine de revenir. Ton arche, on n'arrive plus à la remplir. Bon, très bien. C'est tout foutu. Bon, moi, quand je parle comme ça, c'est pour me moquer de ceux qui nous prévoient la fin du monde à cause du réchauffement climatique ou des choses comme ça, vous voyez. Mais alors, vous, là, j'ai pas... Alors, le pas terme... saisi. Dans l'abécédaire apocalyptique, le terme d'apocalypse est à prendre au sens pas de fin du monde avec la révélation, style hollywoodien. C'est vraiment en termes de révélation, voilà, ce qui se révèle. Et on est à une époque où plein de choses remontent à la surface. En ce qui concerne l'écologie, le point, ce qu'on peut observer, alors par exemple dans ma campagne bourguignonne, eh bien, on observe que maintenant on plante des citronniers et des oliviers. Oui. Ce qui, auparavant, quand on discute avec les paysans, c'est nouveau. Ça ne s'était pas vu, ça ne se voyait pas. Oui. On observe. Mémoire d'homme. Oui. En vacances, si on va en vacances en Camargue, je me souviens avoir connu une Camargue avec plein de moustiques qui étaient extrêmement virulents. Et il y a quelques années, j'y suis retourné, mais il n'y avait pas de moustiques. Et vous en plaignez? Alors pour ça, je m'en plains. Non, parce que je m'en plaindrai pas. C'est comme alors les insecticides, on peste contre les insecticides, mais qui mangerait aujourd'hui des pommes avec des vers dedans? Vous mangez des pommes, ça s'appelle les fruits moches. Oui, les fruits moches. Non, mais c'est vrai, il y a un concept de fruits moches. Des fruits top modèle. Non, mais c'est vrai, il y a des concours dans les supermarchés. Mais en ce qui concerne pour parler du moustique, chaque chose a une utilité dans la nature. Rien n'est fait en vain. Oui, la fonction crée l'organe. Et donc ça fait réfléchir, ou ça peut inquiéter même, en disant tiens, quand même, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. Mais est-ce que vous ne croyez pas, je vous coupe parce que ça, j'entends ça depuis tout le temps, est-ce que vous ne croyez pas que ça a toujours été le cas? Alors, moi, les dinosaures ont disparu. Ah oui, heureusement qu'ils ont dit. On n'était pas là. Heureusement, on les aurait peut-être domestiqués. Ça aurait remplacé les grues, ou je ne sais pas. Mais pourquoi on est inquiet de la disparition de certaines espèces? Alors, c'est pas de certaines espèces. Alors, là, c'est documenté par les scientifiques, et je m'efface derrière leurs propos, qui disent qu'il y a un nombre... Alors, je ne vais pas prendre les chiffres, il y a des livres qui le donnent de manière très, très sérieuse, mais ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'espèces qui disparaissent. Après, nous, on connaît le tigre blanc, on connaît certaines choses. Les coraux aussi, par exemple, à l'île Maurice, la plupart des coraux sont en train de mourir par le réchauffement de la mer. Oui, mais en même temps, il y a des espèces qui apparaissent et on oublie toujours d'en parler. Et c'est pas une vue de l'esprit de Charles-Henri Deslois, et c'est pas une exception. Alors, ça me fait plaisir que vous parliez de l'île Maurice, parce que le dodo, vous savez ce que c'est que le dodo? Oui. C'est un nouvel oiseau qui a une drôle de tête, qui apparaît. Alors... Il y a des mollusques qui apparaissent, il y a tout un tas d'espèces. Et là, je regarde un entretien avec Jean-Robert David, qui est un chercheur, qui est... alors, je ne sais pas s'il a travaillé au CNRS. Oui, il a travaillé au CNRS. Enfin,
je me suis documenté pour Vous voir... êtes venu avec des armes. Ah oui, 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 parce que moi, ça m'intéresse. Parce que je n'adhère pas à ce déclinisme, à dire que tout est foutu, que, en plus, le côté anthropique, comme si c'était l'homme qui était responsable de la destruction de la Terre. Je n'y crois absolument pas. Je crois qu'au contraire, que de tout temps, la Terre a évolué, des espèces ont disparu, d'autres sont réapparues, que l'homme n'y est pas pour grand-chose. Alors, je veux bien que les pesticides tuent les petits moustiques, les vers, etc. Non, mais d'accord. Mais ça, c'est autre chose. En revanche, la Terre, elle vit sa vie. Le climat ne change pas en fonction du pot d'échappement de mon vieux diesel. Ça, je n'y crois absolument pas. Le climat, c'est des questions de phénomènes solaires, beaucoup de phénomènes solaires, et beaucoup de scientifiques disent que c'est pas du tout un réchauffement anthropique, ou alors à des mesures infinitésimales. Donc non, là-dessus, je ne crois pas. Mais en revanche, sur la disparition des espèces, je comprends bien qu'on puisse être navré de la disparition des abeilles, parce qu'on fait croire qu'avec la disparition des abeilles, le monde va s'éteindre. Oui, parce que c'est un système. Enfin, le système est extrêmement bien fait. Le système de la nature, c'est merveilleux. Bien sûr que c'est merveilleux. Et donc le fait la nature, comme c'est un système, à partir du moment où on enlève une pièce essentielle du système. Quand vous dites on enlève, c'est l'homme. Par les pesticides notamment, on va pour les pauvres abeilles ou les moustiques. Alors maintenant, on a une connaissance très très pauvre en réalité. Même si... c'est bien la modestie de le dire. Oui, et donc, on ne sait pas, parce que la nature, il y a une résilience de la nature, et effectivement, on ne va pas détraquer le système Terre, sauf si on met les bombes atomiques tous en même temps. Mais certains s'en réjouiraient, parce qu'il paraît qu'on serait trop nombreux sur Terre. Oui, puis c'est pareil, sur Mars. Je n'adhère pas à ce constat. Vous savez que toute la population du monde, les 7 à 8 milliards que nous sommes, pourrait tenir confortablement, je dis bien confortablement, sur une superficie comme la France. Quand je dis confortablement, c'est-à-dire pas serrés les uns contre les autres. Pas dans des HLM. Donc voilà. Mais non, mais c'est pour dire que 90% de la planète n'est pas habitée. Oui, façon. Non, mais c'est parce que il faut le dire que beaucoup de scientifiques pensent pas du tout comme la doxa ambiante et on ne leur donne jamais la parole. Voilà. Ah oui. Après, voilà, il faut distinguer ce qui est dit dans les médias mainstream. On est à Radio Courtoisie, s'il vous plaît, dans les médias dominants. Oui, pardon, les médias dominants. Ou les médias de grand chemin. Ah oui, oui. Je vous avais dit que je vais vous embêter, nous sommes à Radio Courtoisie. Les auditeurs peuvent réagir en adressant leur courriel ou en téléphonant à la radio. Et Marie-Hélène se fera un plaisir de prendre vos messages parce que nous sommes en direct. Oui, donc... Ça vous tient à cœur de défendre les espèces? Oui, non, mais vous avez le droit. La nature, moi je suis un contemplatif, donc je trouve que la nature est encore une fois extrêmement bien faite. Le cosmos, l'ordre de l'univers et au sein de l'univers, notre petite Terre est quelque chose d'assez miraculeux. Et donc je m'émerveille de ça. Moi aussi. Et je m'attriste de voir que, effectivement, par l'action humaine, il y a des espèces qui disparaissent. Mais rassurez-moi, l'homme n'est pas le mal. Non. Parce qu'après tout, nous sommes des créatures humaines, aussi. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais on est aussi... Je cherche. Alors, derrière, c'est assez nouveau. Et puis, c'est la manière dont on considère aussi le règne animal ou le règne végétal. Et c'est de dire, finalement, on chosifie les choses. On est dans une époque de consumérisme, on est dans une époque où la production est essentielle. Cette époque, et en réalité, on ne va pas faire la généalogie. Oui, on chosifie les animaux. Les animaux, mais moi, je dis la faute, c'est la faute à Descartes. Oui. Au sens où les machines animales. Voilà, les machines animales, la mécanique, en fait, du vivant contre l'homme qui est au-dessus du règne. Voilà. Là, je suis d'accord que pour moi, les animaux sont des vivants et des vivants qu'on doit respecter. Je ne dirais jamais qu'un animal est un vulgaire objet comme un autre. Non, ce n'est pas un meuble. Vous savez que c'est très récent dans le droit français. Jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, l'animal était un meuble. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, il y a quand même des lois protectrices des animaux.
Oui, puis après, le regard, encore une fois, Ça, là-dessus, j'adhère. Oui, voilà. On est d'accord. Ouais. Non, mais au Moyen-Âge, par exemple, il y avait un rapport à la nature qui est complètement différent de celui d'aujourd'hui. Vous avez bien connu. Que j'ai bien connu, oui, parce qu'en fait, ce que je ne l'ai pas dit, c'est que ma philosophie s'arrête fin XIIIe siècle. C'est intéressant, parce que depuis, qu'est-ce qu'on a fait voilà. Mon pauvre monsieur, avec la Renaissance et la philosophie des Lumières, c'est pas brillant. Non. Bon, on est là. C'est complètement réactionnaire. Oui, enfin voilà, bon. Non, mais je comprends que vous en vouliez, en fait, la surconsommation, peut-être, de l'homme qui, comme vous dites, tout est chose, tout est à consommer. Il n'y a plus ce respect de la création. Oui, voilà, c'est ça. C'est la surexploitation de la nature. Et puis, là-dessus, on est d'accord. Hein, dans des échelles... Je vous pique au vif exprès. Oui, dans des échelles qui sont absolument sidérantes. On n'a pas besoin de vie. On regarde le train de vie d'un Européen. Ouais. Je crois que c'est Jean Covici qui dit, je ne sais pas si on peut le citer ici. Ou enfin, vous vivriez dans une maison sans électricité Alors, vous dites qu'il fait de plus en plus chaud dans le sud, ils ont tous la climatisation et une piscine. Hein. Ah oui, alors non, la climatisation, j'aime pas ça. Mais, moi non plus. Et après, la piscine, parce que j'en ai pas besoin. Oui. Mais même, on va dans des pays très très chauds et par principe, alors très très chaud, s'il fait 40 degrés, on est obligé de... Ouais. C'est vrai que... Mais voilà, en fait, pourquoi on se déplace? Parce qu'il y a la voiture et donc il y a un moyen qui est donné. Mais sinon, on ne se déplace pas, c'est le bon sens. C'est qu'on fait se déplacer par des températures qui sont excessives. Donc, pour en revenir à l'écologie ou à cette préoccupation, en fait, je pense qu'au fond, il y a quelque chose une sorte d'inversion des choses. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait une sorte de diversité, de multiplicité, de richesse dans la nature, de formes matérielles, et au contraire, une sorte d'unité, on parlait pour les hommes, spirituelle, une sorte de communion. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a inversé, l'inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'on a une matérialité qui se simplifie, qui s'unifie, qui devient très, très uniforme, et au contraire, une division spirituelle, une multiplicité de choses, notamment par l'individualisme. Et je trouve cette inversion, que ce soit dans la nature et partout, très, très, assez intéressante et à travailler. C'est-à-dire que l'homme serait plus important, non pas dans sa finalité, mais dans son action, que on en revient toujours à la permanence de ce qui a toujours été, c'est-à-dire la nature, je dirais le respect de ce qui était là depuis toujours. Oui, après, c'est un débat qui est très ancien. Alors, chez les philosophes, en tout cas, entre Parménide et Héraclite, Et finalement, c'est très réactionnaire aussi, parce que pour moi, l'écologie est très réactionnaire. Oui, elle peut l'être. Elle peut empêcher l'évolution. J'ai eu l'évolution dans le sens où entendent les progressistes. Ah oui. C'est-à-dire produire, consommer, produire, consommer, produire. Voilà, en fait, il y a deux extrêmes. Et Aristote dit la médiété, c'est toujours l'excellence et ce qui nous permet d'éviter... Moyennement con, c'est pas forcément l'excellence de l'intelligence. Non, mais entre l'intelligence... Mais c'est sur le même diapason, hein, l'intelligence et la connerie, c'est sur le même diapason. Oui. Ah oui, vous mettez le curseur, c'est tout. L'idée, c'est de ni être un fanatique comme peuvent l'être certains écologistes qui voudraient ce qu'on appelle le terrorisme vert, mais de l'autre côté, cet ultralibéralisme qui prend tout pour des choses, en fait. On chosifie et de production pour de plus en plus. Voilà. Donc, il y a un entre-deux qui est le bien-vivre, qui est à la fois une sorte de respect, de respect de la nature, de ce respect de ce qui nous est donné, de cet héritage. Et en même temps, effectivement, si on peut éviter de vivre comme à l'âge de pierre, c'est mieux. Oui.
Donc je ne suis pas... Finalement, vous êtes assez progressif, parce que ce n'était pas forcément mieux avant. Oui, certains. D'ailleurs, j'en parle un peu. On peut regretter le temps des tribus de chasseurs-cueilleurs, parce qu'effectivement, il n'y avait pas trop de problèmes de population. Finalement, ils étaient. En plus, avant l'agriculture, ils n'avaient pas de problème de caries, de choses comme ça. Oui, vous pensez que pourtant on a retrouvé des dents percées par des outils dans les fossiles préhistoriques. On a retrouvé, comme si on avait pu, je ne sais pas, arracher une dent. Oui, non, mais ça. Donc il y avait peut-être des dentistes. Il y avait peut-être des. Non, mais. Ne parlez pas de dentiste. Non, mais moi non plus, j'aime pas aller chez le dentiste. J'y suis allé toute ma vie et j'y vais encore. Nous avons un auditeur qui. Alors, ça, c'est pour le côté réactionnaire. Citation de Paul Bourget. Quand notre personnalité commence à se former, son premier geste d'âme est une réaction. Vous connaissez ça? Alors, Paul Bourget, oui. Contre quoi, sinon contre ceux qui nous entourent? La psychologie classique... Non, la philosophie, pardon. La philosophie classique avait cette... Alors, je ne peux pas lire. Le moi se pose en s'opposant. Cet axiome, pardon. La philosophie classique avait cet axiome de point... Le moi se pose en s'opposant. C'est pas idiot. Être soi, c'est s'opposer d'une certaine façon aux autres. Sinon, on n'a plus qu'à se plier et adhérer revendiquer son identité propre. Il y a une fameuse phrase, la philosophie de feuilles mortes, être toujours dans le vent, des choses comme ça. Bon. Mais bon, c'est pas pour le plaisir de... Je dis toujours d'ailleurs que moi, je ne suis pas par principe anticonformiste. Je suis un non-conformiste, c'est pas pareil. Oui, voilà. C'est-à-dire que je ne me pose pas pour m'opposer. Oui, voilà. Je ne suis pas pour ce qui est c'est plutôt le marxiste, ça, qui a besoin pour exister de s'opposer. Oui. Alors voilà, loin de moi d'être marxiste quand même. Non mais même si maintenant, aujourd'hui, être marxiste, c'est vraiment être presque réactionnaire. Alors on va changer, parce que c'est plein de... Oui, il faut dire que le livre de M. Carrois, aux éditions Le Lys Bleu, est plein de chapitres, on peut dire des petits chapitres de 3, c'est un abécédaire, pages, donc ça va vite. Alors je dis quelques titres de chapitres. Les banlieues, le catholicisme, démocratie, écologie, film, guerre, hachis, inclusion, jeunisme, Kafka, liberté, marchandisation, narcissisme, obésité, performance, etc. etc. Alors on va aller sur l'inclusion. Vous avez écrit sur l'inclusion. Le wokisme et la cancel culture. Société de castration universelle, voilà ce que nous sommes. Je vous l'annonce direct. Les vierges effarouchées transformées en capochefs, c'est elle qui commande vrai. Une censure à faire pâlir Savonarole. Ça me plaît parce que c'est un juriste de formation. Les inquisiteurs espagnols, les petits joueurs. Ah, ils savent s'y prendre pour vous dresser les mœurs. Rabelais au pilori, Depardieu au Gémaudy. S'il faut boire, c'est avec modération. Fumez-tu, l'horrible licence des années 60 et 70. Tout était permis. Vous vous rendez compte? Les publicités pour le tabac, les seins des femmes, c'était pas des fémènes, hein, tout au contraire. Et Gainsbourg, un vrai dégoûtant, un outrageux des bonnes mœurs qui purgerait encore sa peine s'il vivait encore. Ça me fait plaisir parce que je vois que vous fustigez cette espèce de nouveau puritanisme qui nous arrive d'Amérique, je pense. Oui. Et alors, vous écrivez comme on parle. Oui, c'est exprès, parce que... Oui, c'est fait exprès. Ouais, je m'en doutais. Sinon, ça serait inquiétant. Oui. C'est une manière pour moi d'exprimer. Alors, j'ai bien lu ou pas? C'est avec le ton, là, ça va? Oui, très bien. Non, je sais pas, parce que parfois, comme je vous dis, on ne sait pas s'il faut y mettre un ton parlé ou... Vraiment, c'est parlé parce que, en fait, j'ai écrit plusieurs recueils de poésie. Bon, c'est un tout autre registre. Carrois est aussi poète. Et dans ces chroniques, ces essais, cet abécédaire, l'idée est de pouvoir
c'est une sorte de révolte, de cri, enfin de sourd, d'énervement. D'ailleurs, je l'ai écrit assez rapidement, en un mois, je crois. Ça m'a pris comme ça parce que l'actualité était telle que chaque jour, je pouvais avoir des boutons, ça me grattait partout, et il fallait que ça sorte. Et donc, c'est sorti d'une manière... Vous n'adhérez pas au mouvement MeToo? aussi avec ça. Mais... Et en particulier, ce qui est grave avec l'inclusion ou avec le wokisme, là, tout récemment, un exemple, un mémoire de master à la Cato, où le guide méthodologique, les quelques pages qui formaient un guide méthodologique, était écrit avec de l'écriture inclusive, avec point ES, etc. Ouais. Ce qui est très fluide quand vous lisez ça. Et en même temps, c'était pas systématique, mais on sentait une volonté de marquer le coup. Et derrière tout ça, c'est la langue qu'on attaque. Et si on attaque la langue, cet appauvrissement de la langue, c'est le véhicule, le moyen par lequel on pense, et donc on affaiblit la pensée. Et quand vous avez, vous voyez, le loup qui rôde, le loup c'est l'intelligence artificielle, c'est dramatique. Pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Oui. Dans le milieu, par exemple, du conseil, la formation, l'intelligence artificielle, c'est le veau d'or. On se prosterne, on dit mais c'est la solution à tous nos problèmes. Moi, je fais le parallèle entre cette intelligence artificielle et le smartphone. Le smartphone qui était un instrument dit de communication. Le smartphone, le téléphone mobile. Ah oui, je connais quand même. À Radio Courtoisie, on devrait dire le téléphone intelligent. Mais rassurez-vous, je dis toujours, plus l'intelligence est artificielle, plus l'humanité est conne. Voilà. Donc, mais c'est ça. Donc, si on prend cet exemple du téléphone, qui a été au départ introduit comme étant un formidable outil de communication, qu'on pouvait faire des tas de choses, qu'on avait toutes les encyclopédies dans ce petit instrument, et dont la conséquence très pratique, eh bien, vous voyez dans les transports en commun, dans la rue, des gens qui sont rivés à leur écran, je ne sais pas combien d'heures par jour. C'est terrible. Et donc, au lieu d'être un instrument qui améliore la communication, on est dans un instrument de déshumanisation parce qu'on ne communique plus. Et l'intelligence artificielle, c'est c'est analogue, mais pour la pensée, donc c'est encore plus grave. Et on fonce. Quand j'écris des discours, et parfois j'écris aussi pour moi-même, je dis toujours, pour pas être comme notre président dit celles et ceux, ou je dis ceux, etc. En bon français, ça comprend les hommes et les femmes. Quand on dit les hommes d'aujourd'hui, je mets toujours un grand H, mais évidemment, ça ne se voit pas. Il y a toujours un imbécile ou une idiote qui me dit « et les femmes ?» Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, ça alourdit tellement que ça me désole. À chaque fois, je suis obligé de dire les hommes d'aujourd'hui et les femmes. Oh là là. Et ça, je crois que c'est en fait, c'est un abaissement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on a tellement martelé aux générations d'aujourd'hui que finalement il fallait être inclusif, qu'ils ont pris ça vraiment au premier degré, qu'il fallait citer tout le monde. Donc pourquoi s'arrêter aux femmes? Pourquoi maintenant il y a les transgenres, maintenant je sais pas moi. Justement, le modèle, vraiment en caricaturant, en poussant un peu le bouchon, mais le modèle c'est le transgenre, ou le non-binaire, celui qui se prononce pas. Il y a plusieurs catégories. Oui, il y a des gens non-binaires. Parce que du coup, mais vous voyez encore, on est dans cette uniformité absolue. C'est une sorte de normalisation totalitaire. Par le langage, par les mœurs. Il n'y a plus de femmes. On veut des yels. Mais c'est je m'en tire en disant les personnes. Et là, d'ailleurs, dans mon introduction, dans ma chronique, j'avais parlé du progressiste. Mais le progressiste, j'ai dit bien le progressiste, c'est pas forcément un homme. Donc, on m'a fait remarquer que si je disais les personnes progressistes, j'étais obligé de mettre tout mon texte au féminin, parce que les personnes, et ça faisait bizarre. Alors, j'ai remis les individus, etc. Mais quand on parle, quand on dit que c'est les... moi, j'aimerais bien aussi trinquer, là. Je les vois trinquer.
Bon, bah, quand on dit au masculin, puisque le masculin, jusqu'à preuve du contraire, est encore la forme générale, pour pas dire qu'elle emporte sur le féminin, ça comprend aussi les imbéciles comme les gens intelligents. C'est-à-dire que quand on dit, je sais pas, j'ai vu des cons, ça veut dire aussi j'ai vu des cons et des connes. Donc, il faut arrêter avec cette histoire d'homme-femme, comme si on voulait absolument faire une guerre des sexes. Oui, Parce que c'est ça derrière. C'est ça, on divise. Ah bah oui, On divise. c'est la division. On divise dans l'esprit, on divise, et on réunit, on force l'unité dans la matière. Et enfin, je reviens sur ce que j'avais dit au départ, parce que je trouve que c'est une clé de lecture qui est assez pertinente. Dites ça, on divise dans l'esprit, mais on uniformise. On uniformise la matière, tout ce qui est matériel. Ouais. Donc le corps, on veut un corps yel, ni homme ni femme, ou dans une perspective. Un objet. Voilà, c'est ça. Et on pousse l'individualisme, l'individualisation dans les opinions. Ce qui est d'ailleurs, je fais toujours la remarque aux tenants de la culture de l'effacement, la cancel culture, la culture de l'effacement, c'est que finalement, ils se dressent contre des générations qui ne sont plus là pour se défendre, c'est-à-dire nos anciens. Alors, je ne vais pas Colbert, sans leur reprocher à Colbert d'avoir fait le Code noir, sans savoir que c'est idiot, parce que le Code noir était là justement pour protéger et pour donner des droits aux Noirs, et non pas justement pour améliorer leurs conditions. Enfin bref, c'est que en fait, ils veulent effacer ce pourquoi ils se battent. C'est-à-dire qu'en disant, en fait, c'est du révisionnisme, c'est-à-dire qu'on efface le passé, mais si on efface le passé, on ne peut plus le critiquer. C'est-à-dire que les générations qui n'auront jamais rien appris sur leur passé pourront plus le dénoncer, puisqu'il n'existe plus. Exactement. C'est doublement imbécile. On parlera sans doute des jeunes après, mais ceux qui sont nés après de 2001, avant, et puis l'histoire est c'est bien qu'elle est faite par le vainqueur ou les vainqueurs sont les progressistes. Mais voilà, c'est ça. Et donc on est complètement dans un système de pensée qui pousse à ça. Après, moi, je suis assez pessimiste, mais dans l'espérance, pessimiste parce que je pense que notre civilisation, elle est morte. Enfin, c'est un cadavre. On s'est suicidé sans doute à la Première Guerre mondiale, et on a tenu une sorte de coma artificiel par les Américains, matériellement parlant, et voilà, et on n'a plus, l'identité de la France, par exemple. Qu'est-ce que c'est c'est compliqué. J'ai un auditeur là, qui va être un gars perméable à la propagande ou un écolo. Bonjour. Et la fonte des glaces, n'est-ce pas dû au réchauffement climatique ? Quant au plastique, il est partout dans les océans, les sols et même l'air. Les propos de l'animateur sont sidérants. Alors, cher monsieur, Yvan, oui, ça doit être un monsieur, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, j'avais dit qu'il n'est pas anthropique. Donc, d'une part. Deuxièmement, la fonte des glaces, on nous bassine avec ça, mais elle n'est pas mesurée partout. C'est-à-dire que, par exemple, l'Antarctique augmente. La glace dans le pôle sud, c'est-à-dire l'Antarctique, augmente, alors que dans l'Arctique, effectivement, elle diminue. Donc, deux yeux. Après, pour le plastique... Troisièmement, monsieur confond réchauffement climatique, climat et pollution. Bien sûr qu'il y a de la pollution. Quand il dit les océans, les sols et même l'air sont pleins de plastique. Ben oui, mais ça, c'est de sa faute, puisqu'il est dans la consommation. Nous, on nous apprenait à recycler le matériel, à ne pas abuser de l'emballage. Moi, je me souviens, les bouteilles, on les rendait parce qu'il y avait des consignes. Enfin, mais tout ça, je suis d'accord, ça, c'est l'action de l'homme. Mais ça n'a rien à voir avec le devenir de la planète. Enfin, je veux dire, c'est pas la consommation de plastique qui réchauffe le climat. Non, alors c'est vrai que le réchauffement climatique, c'est un peu compliqué. Oui, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, pour le plastique, le sixième continent, vous savez, les images qu'on voit qui sont absolument effrayantes. Et il semblerait qu'effectivement, des micro-cellules de plastique, on en ingère, ou dans le thon, qui sont les poubelles des mers, on en retrouve aussi. Donc oui, c'est préoccupant, au sens, encore une fois, c'est un élément du système qui risque de dégrader.
Non, mais ça, on est Comme on d'accord. connaît rien, on ne sait pas quelles sont les conséquences. Bon, certains font des projections. Oui, mais moi, à ce moment-là, je vais aller plus loin. Nous, on est dans une société de consommation qui nous pousse à jeter, c'est toujours pareil, à l'obsolescence programmée, etc., etc. Le vrai réactionnaire que je suis, il est pour faire durer les choses. Moi, ma bonne vieille voiture diesel, ça doit faire 30 ans que je l'ai. Et elle marche très bien, elle ne pollue pas et elle est très confortable. Aujourd'hui, je ne peux plus rentrer dans Paris, je ne peux plus aller dans les zones de forte exclusion, les ZFE, les zones de forte Mhm. exclusion. Je ne peux plus aller nulle part, en fait. Mais il faut prendre les transports en commun. Ah bah oui, mais quand vous êtes en pleine campagne, c'est pas facile Il ne d'avoir faut des pas qu'ils transports tombent en en commun. grève. Donc tout ça, c'est une vaste mascarade. C'est une vaste mascarade. Quant au plastique, c'est bien gentil, mais la France là-dessus est plutôt exemplaire. C'est beaucoup dans les pays du tiers-monde où on jette tout, les bouteilles, etc. Malheureusement, alors maintenant on a fait des bouteilles avec le bouchon qui ne se Grande qui ne se sépare innovation, pas. merci l'Europe. Oui. Ça, Voilà, c'est une avancée une grosse innovation fondamentale. extraordinaire. Ça va. Donc, non, monsieur, je retire pas ce que j'ai dit. Le réchauffement climatique n'a rien à voir là-dedans. Un autre auditeur. Bonsoir à tous. On se régale à vous écouter râler avec tant de justesse. Ah ben merci, monsieur. Bravo pour le billet d'humeur liminaire qui m'a remis en mémoire le misonéisme, terme que j'avais découvert chez Octave Mirbeau dans son récit de voyage, la 638 E83, où, au volant de sa voiture immatriculée ainsi, il dénonce les marques d'arriération de son pays. Au bal des facétieux, aujourd'hui, je reçois Bertrand Carrois pour son livre abécédaire apocalyptique. Peut-on être réactionnaire et joyeux ? Monsieur Carrois est très joyeux, bonhomie, facile à vivre, Je ne prends pas de médicaments, jovial. ni de poudre blanche. Je voudrais dire à l'auditeur qui va me dire « Ah, le réchauffement climatique, ça fait monter les eaux et c'est épouvantable, on va tous mourir noyés. » Alors, cher monsieur, déjà, le corollaire du réchauffement, c'est l'évaporation également, puisque même si la glace qui est dans l'eau, elle ne fait pas monter les eaux. Quand vous mettez un glaçon dans votre verre et qu'il fond, l'eau ne monte pas. Deuxièmement, quand c'est des glaces au pôle sud, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a de la terre en dessous et les glaces ne fondent pas au pôle sud. Et même si elles fondaient, de toute façon, il y aurait une évaporation en corollaire. Mais surtout, c'est que tout ça se fait sur des milliers d'années. Quand on me parle des îles qui disparaissent, qui réapparaissent, ça se fait sur des milliers d'années. Donc, il faut arrêter le catastrophisme et le côté apocalyptique. Parce que l'abécédaire, lui, apocalyptique, il dénonce les vrais maux de notre société aujourd'hui, comme par exemple le jeunisme, le jurénisme. Alors, à 45 ans, c'est la date de péremption, d'après vous ? Dans les entreprises, dans les organisations, à partir de 45 ans, vous avez un entretien obligatoire, une fois tous les 2 ans, qui s'appelle entretien professionnel, et qui, pour envisager justement la seconde partie de carrière. Oui. Voilà. C'est-à-dire mise au rebut progressive. Ah oui, puis alors, dans le monde dont je suis issu, celui de la formation et du conseil, 45 ans, vous êtes déjà un grand-père. C'est... Le jeunisme fonctionne à... Enfin, ce monde-là, McKinsey, si on peut en parler, c'est caractéristique. Donc, il travaille... Ce qui est idiot, parce qu'avec l'âge, on prend de l'expérience et ça n'empêche pas de se mettre à la page. Comme un médecin. Un médecin, il a le devoir de s'informer des nouveaux progrès de la médecine, et je trouve ça très bien. Mais en vieillissant, il a cette expérience qu'on n'apprend pas dans les livres, parce que par définition, l'expérience est le vécu. Donc, il finit par connaître ses patients et la nature humaine. Et rejeter ça dans des entreprises, finalement, c'est se couper d'un savoir et d'une façon d'être. Oui, complètement. Enfin, encore une fois, il y a une inversion de principe fondamentale. C'est-à-dire qu'auparavant, les personnes âgées, la vieillesse, c'était synonyme de sagesse. On prenait, alors il y a encore certaines sociétés ou civilisations, comme en Afrique, qui gardent encore ces principes.
Mais aujourd'hui, nous, enfin, le vieux, ça sent mauvais, Oui, ça sent ça va en mauvais, ouais, EHPAD, il faut ouais. pas le voir, c'est moche. C'est- La vieillesse et la mort sont 2 choses qui doivent, on disparaître. cache, on Oui, cache, tout on à fait, cache tout la à fait, tout mort, à on fait. cache la Les maladie c'est dont on terrible. Alors souffre. les femmes, c'est encore pire. Les vieilles femmes sont invisibles. Elles sont pas regardées dans la société, elles n'existent pas à partir Non, d'un certain mais elles font de la âge. chirurgie esthétique. Oui, oui, quand c'est pas pire. Mais Ça là, devient non, pire non, à partir non, d'un moi je certain âge. oui, mais enfin Ouais, ça c'est réservé ça pour les vrille. vedettes, les Oui, il y a beaucoup de monde. oui, enfin, ouais, parce qu'elle devient peut-être plus abordable. Enfin, Mm. les dames d'un certain âge, elles ont beau faire la chirurgie esthétique, elles sont âgées, elles sont âgées. Mais elles, souffrent d'une invisibilité, comme on dit, maintenant. Oui, c'est C'est-à-dire que, ça. Il faut. on ne fait pas attention, voilà. Hem, mais, heu, j'ai remarqué, une petite contradiction, si je puis me permettre, dans votre texte sur le jeunisme, c'est que vous critiquez le Sénat en disant, qu'en gros, il sert à rien. Ah, enfin, si je peux pas déformer vos propos, mais, si c'était que faire des rentes, et des EHPAD de luxe pour bon. Alors, premièrement, pour bien connaître le Sénat, vous savez qu'il est la moyenne d'âge n'est pas plus âgée que l'Assemblée nationale et deuxièmement, si on n'avait pas le Sénat et ben, il s'en passerait des conneries. Parce qu'heureusement, ils ont ralenti beaucoup de mouvements imbéciles dans un sens ou dans un autre. Et en plus, c'est en contradiction avec ce que vous dites, puisque l'expérience en politique, elle est fondamentale, puisque la politique, c'est quand même s'occuper du bien commun. Or, il en faut pour toutes les générations. Or, j'ai remarqué que les jeunes étaient assez sectaires, alors que les personnes plus âgées sont beaucoup plus ouvertes, puisque elles ont connu tous les âges. Oui, alors les vieux politiciens, Mmh. et je sais si on, Mmh. on en a en plus un en ce moment qui fait la une de C'est un l'actualité. vieux politicien, mais c'est pas un politicien vieux. Vous parlez Oui. de notre président. Oui. Non, 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 Ah, non, vous me le parlez. président est jeune. Oui. Oui, oui. Non, Oui, mais non, c'est un le vieux Premier politique ministre. déjà. Il est jeune, mais c'est un Oui, vieux politique. oui. Bah oui, il fait que ça depuis, un certain temps. Oui, vous parlez de qui alors? Non, du Premier ministre. Ah oui, monsieur Bayrou! Voilà. En fait, il y a un certain nombre. Enfin, par rapport. Enfin, l'âge et la Ouais. politique, a priori, je suis comme vous, c'est-à-dire que l'âge est synonyme d'expérience. Alors, ça ne veut pas forcément dire synonyme de bon sens. Hein. Il y a des gens, on peut être vieux et s'être trompé toute sa vie. Oh oui, oui, on Et en réitérer connaît, dans l'erreur, et on en exactement, connaît. ouais. Donc, c'est deux choses différentes. Maintenant, Un jeune con fait souvent un vieux con. Mais les jeunes cons Oui. sont plus dangereux que les vieux parce qu'ils ont tout l'avenir devant eux. voilà, donc ils ont plus de mal Ils sont dangereux. potentiel. Ouais, tout à fait. En ce qui concerne non, le Sénat, quand je parle du Sénat, c'est enfin, c'est plutôt une sorte d'incise par rapport aux propos sur le jeunisme, mais oui, les vieux politiciens ont fait énormément de mal, même s'ils étaient jeunes au début de leur carrière, et ils ont... Quand on fait du mal jeune, on fait du mal vieux. Voilà, hein. ils ont Regardez rempli Giscard. leurs promesses. Giscard, il a été élu très jeune, il a commencé Ouais, à c'est faire ça. des bêtises. Il a terminé, il voulait toujours faire des bêtises. Hein. Complètement. Ça change pas. Non, non, Ouais. pour la politique, mais la politique avec la politique, pas le politicien. La politique a besoin, je pense, d'hommes qui sont d'expérience, Ouais. qui ont du bon sens, connaissent la et vie. qui connaissent la vie et qui sont animés par le désir de la vérité. Le politicien, c'est tout l'inverse. Enfin, et malheureusement, on est affublé d'une classe politique depuis 40 ans, 50 ans. J'ai connu que ça, en très grande majorité. Parce que beaucoup de politiques considèrent ça comme un métier, alors que ce n'est pas un métier. Bien sûr, non. C'est Dans une charge, une démocratie, c'est mon idéal démocratique, et de dire que chaque citoyen doit pouvoir participer à l'exercice de la démocratie à quelque niveau que ce soit. Oui, enfin ça, je suis assez mitigé sur la démocratie, parce que quand on voit ce que ça donne. Alors malheureusement, oui, après... Les gens sont tellement manipulables que... C'est comme en ce moment, vous savez, on nous dit que 85% des Français sont pour l'euthanasie, c'est-à-dire la mort douce. Bah, pourquoi pas 100%? Moi aussi, Oui, après vous les aussi, chiffres... je pense que... Non, mais on est tous pour une belle mort. Ah oui. Donc c'est complètement idiot de poser des questions comme ça, en disant est-ce que vous voulez mourir avec d'atroces souffrances ou est-ce que vous voulez mourir dans la douceur? Je préfère la seconde option, personnellement. Ah bon, vous aussi? Ah d'accord, vous voyez, alors vous êtes pour l'euthanasie. Voilà. Vous voyez, donc, oui, non, mais complètement stupide, indépendamment, oui, manipuler après gens les comme ça, instituts voilà. de sondage, et puis tout ça, ce sont Oui, tout ça, choses c'est de la pipées, manip. et c'est de la manipulation. propagande. Mais Ouais. oui.
Mais Oui, pour la revenons-en au le jeunisme. Qu'est-ce jeunisme, que vous avez contre le jeunisme, alors? non, mais c'est ce que je vous ai dit tout Oui, à oui, l'heure, non, mais c'est-à-dire que quand on met au rebut on des a gens besoin qui ont d'une 45 ans. d'une tradition, de quelque chose, d'une transmission. Et ça, ce sont seules les personnes d'expérience âgées peuvent nous transmettre des Ce qui est choses. paradoxal, c'est qu'on vit quand même de plus en plus vieux Mhm. et on respecte de moins en moins la vieillesse. C'est quand même un paradoxe, Oui, parce que parce finalement, Mais c'est encore, enfin, c'est la division, ouais, encore une fois. On les jeunes divise les contre les gens vieux, hein, socialement et par l'âge. ouais. Encore une fois, les vieux, on les met en EHPAD. On ne veut plus les Bon, en même voir. temps, tant qu'ils ont une valeur productive, ça va. Donc, Ouais, on veut ouais, ouais, repousser la retraite parce qu'on dit, bah oui, effectivement, ouais. 62, 67, 70 ans, on peut toujours travailler. Et paradoxalement, enfin, dès que ça commence à se dérégler, je sais pas, alors là, il faut les cacher, il faut Ouais, et les tuer. Parce qu'en voir fait, la ce qui se passe finalité, avec c'est quand même de les l'euthanasie. tuer. Oui, bien Ouais, sûr, l'active, oui, c'est ça. Donc, et malheureusement, et quand on interroge les jeunes aujourd'hui, enfin moi c'est effarant. Enfin, je suis terrifié même parce que beaucoup de jeunes n'ont même pas besoin ou ne ressentent pas ce besoin de transmission, euh, d'héritage. Enfin, c'est une déstructuré complètement. Euh, bah, oui, ça dépend. Bon, après, c'est une question d'éducation aussi. Après, il y a le formatage global, Oui. hein, que ce soit par l'éducation nationale, que ce soit par les médias, que ce soit par... Là, en venant, j'étais dans une rame de métro et 4 jeunes qui sortaient vraisemblablement du collège, étaient sur leur Ah, bah, écran, tout le monde. Il n'y a en pas que disant... les vieux. je Il n'y crois a que j'ai pas que les noté parce jeunes. que ça m'avait choqué. Ouais. Ah oui, tu pues la Il disait, tu Ouais. pues la Il a dit 4 fois, Ouais. comme quelqu'un qui a une déficience intellectuelle. Ouais. Mais on est des jeunes gens, Ouais. Mais à ils s'y sont qui? sortis à Alésia. Ouais. Je dis, il y a un signe. Ouais. La taille Ah oui, 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 d'Alésia, oui, 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 oui. je dis, il y a un signe. Et- Quel rapport avec le portable? J'ai pas. non, pour ces jeunes qui n'ont besoin ne ressentent pas le besoin d'exprimer, de recevoir un héritage, une transmission. La seule chose qui les intéresse, c'est ici, maintenant, Ah oui, oui, le la jeu société du vidéo, zapping, de le réseau, l'immédiateté. l'immédiateté. Ouais, Oui. ouais, Et pourquoi ouais. l'histoire je- Alors c'est vrai que ça fait peur parce que parfois on ne sait pas ce qui les intéresse. À part peut-être des trucs à la mode, des films, des jeux, beaucoup de jeux, Alors les jeux, des oui, choses bah comme oui, ça. on est encore une fois dans la distraction de Voilà. l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ne se porte pas, Il qu'on ne paraît qu'ils peuvent, réfléchisse ouais, pas il sur paraît qu'ils l'essentiel. peuvent pas se concentrer plus de 5 minutes. Oui, je le dis dans le livre. Et On là, a une mémoire enfin, c'est le poisson rouge. Hein, vous avez maintenant, et notamment avec TikTok, sur ouais. les réseaux sociaux, comment dire, pousse des vidéos. Mais avant, on disait, c'était un clip, ça durait 2-3 minutes. Non, 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 là, c'est une dizaine de secondes. Ah, le Et jeune, je vous vois larmoyant, la paupière nostalgique, la lèvre boudeuse et pendante. Et oui, c'est bien l'horizon inversé de notre vie, mes aïeux. On rêve tous d'avoir 20 ans, non 15, pardon, 8, 4. Vite à rebrousse-temps, mieux on jeunise, plus on gagne. C'est le sprint vers l'enfance, les enfants rois, plus on fait des neufs et plus on est puissant. Mon royaume pour une tétine, un doudou et à moi le pouvoir, un président qui vient du primaire et il nous faudrait, et un premier sinistre du collège, unique. La France serait bien gouvernée, remarquez. Oui, alors c'est vrai que en plus, ce jeunisme, les parents, enfin maintenant, se laissent un peu gouverner par leurs enfants. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est pas nouveau, hein. L'enfant est roi dans la famille. Moi, je vois à l'école, quand, par exemple, je sais pas moi, il y a un petit incident, un élève tire les nattes d'une petite fille, ça monte jusqu'à chez monsieur le maire. Enfin, je veux dire, on en parle comme si c'était une affaire d'État. Les parents viennent. Alors, au mieux, ils essayent de s'expliquer avec les parents de l'autre enfant, mais souvent, ils se cassent la figure pour des histoires de gosses, quoi. Il y a cette histoire oui, d'espèce de sacralisation de l'enfant. Enfin, je sais pas, moi, quand tout jeune, déjà, on n'aurait pas raconté, alors peut-être parce que je suis un garçon, mais
j'aurais pas raconté que je me suis fait un peu houspiller à l'école parce que j'aurais un peu eu honte. Je me serais dit, bon, bah, on va dire ah, bah, que je suis pas fort, que je suis une poule mouillée, etc. Bon, après, évidemment, si j'étais revenu avec un œil au Mhm. beurre noir, ma mère se serait inquiétée et le lendemain, elle a demandé à l'institutrice comment ça se fait que mon fils ait un œil au beurre noir. Mais ça ne serait pas monté jusqu'au Premier ministre. Voyez. Aujourd'hui, on voit, et j'ai dit ça à dessein, c'est que les vieilles histoires, Bétaram, etc., on en fait des affaires d'État. Alors que ça reste, ma foi, certes, malheureux fait divers, mais c'est pas quelque chose dont on devrait faire des gorges chaudes sur la place publique. Mais tout est comme ça. Et dans un monde où euh, bah, les jeunes, finalement, on leur apprend à ne pas aimer leurs grands-parents parce que on leur dit que le monde d'avant était un monde d'esclavagistes. Notre président a bien dit que la colonisation, c'était un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qu'ils vont penser de leurs grands-parents, même de leurs parents? Non, alors il y a une Ça me fait affection. peur. Enfin, je pense pas que les Alors, jeunes ou les enfants n'aiment pas j'espère. leurs grands-parents. Par contre, je me pose la question de savoir finalement qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir, qu'est-ce qu'ils veulent recevoir. Et De l'argent. ah oui, alors ça c'est sûr, oui, de Là, j'ai l'argent. Et posé puis la c'est comme les question listes, vous savez, les listes de Noël. à des Enfin, enfants de 11 ans. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être riche. Moi, oui, oui, oui. mais Bah, j'aurais jamais dit ça. J'aurais dit je veux être pompier, je veux être conducteur de non, train, je veux être médecin, riche. pompier, tout Ouais, ça, soldat. Non, 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 ouais, non, c'est je veux être youtubeur. et aussi, voilà, je veux être connu aussi. Parce que pour eux, être connu, c'est être riche. Ouais, c'est drôle, hein. Enfin, c'est drôle, non, c'est inquiétant, en fait. Non, c'est inquiétant. Bah, C'est on est dans inquiétant, hein. cette Ouais, société du spectacle permanent ouais. et qui fait énormément de mal Il faut faire à le nos jeunes. buzz. Il faut faire le Il buzz faut et puis faire le surtout se buzz. couper, comme vous l'avez dit, de couper de toute histoire. Enfin, un exemple, hein, j'ai une de mes filles qui avait fait deux de mes filles qui ont fait le lycée franco-allemand Ouais. euh, et qui donc sont presque bilingues, elles ont deux bacs, bac Ouais. français, bac allemand, et en allemand, à aucun moment, toute leur scolarité, elles n'ont pas fait, Goethe, Schiller, Heine, Hölderlin, Hofmannsthal. Non. Mais un auteur dont j'ai oublié le nom, mais pour post dans les années 60-70, qui racontait des histoires de perversion, choses comme ça, Mm. en seconde, première ou terminale. Et donc, voilà. En français, pareil, Balzac, je sais même pas si elles ont lu vraiment un livre de Balzac. Et c'était Ah ben, un c'est lycée dit d'excellence. Enfin, à l'époque, c'était l'un des premiers oui, lycées mais en avec France. l'espèce de puritanisme qui arrive, on n'aurait plus le droit aujourd'hui de lire certains passages de certains livres. Ça Oui, comme choquerait. l'histoire des dix petits nègres d'Agatha Oui, il y a Christie, qui ça. vont dire Non, les alors ça, dix. oui. Moi, je parle, oui, mais je parle de Marquis de Sade ou des choses comme ça, où nous, Sans même on lire le avait du Marquis de recul en Sade. disant, voilà, non, mais on avait du recul là-dessus. Aujourd'hui, c'est scandaleux, vous voyez. C'est Oui, un manque d'intelligence parce qu'il n'y a pas de recul sur une œuvre, vous voilà, voyez, mais c'est ça la culture, ouais, justement, c'est de pouvoir euh, le mettre comment dans un dire, contexte. s'adapter, Ouais, prendre un c'est ça. contexte, Ouais, déménager son ouais, esprit c'est ça. On juge à à l'époque. l'aune des critères d'aujourd'hui. C'est pour ça Complètement, que j'ai ouais, mais dit c'est dans ce mon introduction, le totalitarisme, oui, progressiste ne comprend pas exactement. l'époque passée, alors il les critique parce qu'il pense avec la mentalité d'aujourd'hui, mais il ne se permettrait pas de critiquer sa propre époque. Il ne fait que tomber à bras raccourcis en fait sur une époque qu'il n'a pas connue. Complètement. Alors des réconforts, la félicitation à Monsieur Delois, je vous embrasse très fort. Moi j'aimerais bien Des savoir qui c'est. migratrices. Oui, en plus c'est une femme. Ne pensez-vous pas qu'il faille, alors c'est un homme, ne pensez-vous pas qu'il faille le retour de la monarchie absolue pour régler les problèmes de la France et qu'elle retrouve son identité avec une population dotée d'une seule nationalité? Je ne sais pas si le régime politique a beaucoup d'incidence sur la nature humaine. Alors bon, moi ça me dérange pas puisque je suis un royaliste convaincu, mais attention, légitimiste. Mais je pense pas que ça vienne de là, l'abêtissement. C'est plutôt le fait d'une corruption des esprits.
Et elle a commencé malheureusement sous la royauté, depuis les encyclopédistes, de la fin de la, je dirais, du roi guerrier qui était Louis XIV. Tout a dégénéré, pour moi en tout cas, tout a dégénéré à partir de Louis XV, qui, à part la bataille de Fontenoy, n'était plus chef de guerre. Et après, bon, bah, c'était des grands administrateurs, et ils vivaient comme des grands bourgeois. C'était plus des grands chefs guerriers. Enfin bon. Oui, enfin, la question Alors, du meilleur régime oui, qui a bon, été traitée en oui, philosophie politique notamment. Voilà, que ce soit il y les a- trois régimes, hein, le régime d'un seul, Ouais, le régime ouais. de plusieurs, ou le régime de tous, enfin, par le mode de C'est gouvernement. c'est pas mal la cité grecque, avec justement ces sénateurs qui à la fin Oui, se tuaient entre eux pour oui, bah, prendre le pouvoir. Oui, l'histoire de c'était l'Antiquité regorge oui, de d'exemples meurtre. assez Alors voilà, truculents. Ouais. non mais bon, après, Après, je ne crois pas qu'il y ait de régime, non, régime on a, je idéal dans pense, la l'absolu. nostalgie enfin, de Saint-Louis, voilà. Oui, parce Et qu'on l'a appris. du roi là, Jean Raspail. Ouais. Voilà, ça, il Oui, y a bah une voilà. nostalgie de ce roi sage qui puisse émettre des décisions de justice. Voilà. Ça On a cette évite, ça nostalgie. Ouais. évite la cruauté politique, puisqu'on sait les choses sont telles que bah, elles ne bougent pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un roi et c'est toute sa descendance, vous n'avez pas de cruauté pour essayer de dégager le. Enfin, ça existait, je dis ça. Après, Mais ça existait. en fait, je me trompe, puisque ça... oui, il y a eu beaucoup de dynasties qui se sont éteintes, soit En naturellement, en Angleterre, quenouille, ils étaient spécialistes. soit en se coupant la tête avec ouais. des haches et des sabres. Mais ce que je veux dire, c'est que ça limite l'ambition. Puisque... Non, enfin, pour moi, le Ah bon, principal ça, on avantage sujet. de la monarchie, c'est l'éducation des élites. C'est-à-dire Voilà, qu'ils étaient préparés depuis tout c'est petit. ça, Il y avait le miroir des princes, c'est notamment, ça. à gouverner. C'est Et ça. ce n'étaient pas des gens qui, d'un seul, enfin, des sortes de parvenus, enfin, ceux qu'on a, Voilà. hein, Oui, au vrai sens du terme, qui d'un seul coup, avait le pouvoir en main. avec l'ivresse de ce pouvoir, enfin, ils viennent Et ce que j'aime dans la monarchie, c'est la permanence, là encore, je dis viens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-bas au-dessus, parce que la royauté avait une justification, c'était quand même le représentant du Christ sur terre. Il ne faut pas oublier que le roi de France, sinon ça n'a pas de sens. Oui, Sinon, voilà, c'est ça. Il y a ça une devient un dimension dictateur. spirituelle qui En est de droit France, divin. en France, le roi mettait Dieu au-dessus de lui. Alors qu'un président de la République, il n'a rien à mettre au-dessus de lui. Si ce n'est les fameuses valeurs de la République, mais qui sont à géométrie variable. Par conséquent, je me méfie beaucoup, moi, à partir du moment où on inscrit dans une constitution des valeurs, c'est qu'on ne va pas les respecter. Oui, enfin, les valeurs, Oui, c'est creux. Enfin, très c'est creux, pas. ça veut rien dire. Alors, vous avez un passage que j'ai beaucoup aimé aussi, Kafka. Parce que moi, je suis un électroniste, c'est-à-dire que je ne suis pas doué dans tout ce qui est électronique et ça me complique la vie. Oh, Déjà, mon pauvre monsieur, là, j'ai dû remplir ma feuille d'impôt, là, vous savez, là, tombe. la Alors, dématérialisation de toute Alors moi, administration. justement, pour éviter ça, comme j'ai pas d'ordinateur chez moi, et je suis encore au papier. Mais même avec le papier, ça m'a paru compliqué parce qu'il a fallu la 22K, Il faut le bon CERFA, attention. le CERFA 2220, 2240C complémentaire, 22K. Il me dit oui, mais alors mes amis ils me disent oui, mais parce que toi, tu as des problèmes de riches. Bah, déjà, je ne sais pas ce qu'ils en savent, parce que dès que vous avez acheté 3 malheureuses SICAV ou 2 actions par votre banque qui a fini par vous fourguer un produit bancaire qui va être miraculeux, mais qui en fait vous rapporte que dalle. Mais en revanche, où vous devez déclarer vos 4 euros que vous avez gagnés dans l'année, il faut remplir tout un tas de CERFA, etc., etc. Mais c'est inouï. Et la digitalisation, pour moi, n'est pas du tout une amélioration, bien au contraire, parce que déjà, il faut un ordinateur. Deuxièmement, il faut trouver le site. Alors ça, ils sont doués pour faire des sites, mais je ne vois pas ce que ça apporte. Alors ça va peut-être plus vite pour eux, mais en fait, on fait leur boulot. C'est-à-dire qu'en fait, on fait le boulot d'administration. Oui, et c'est le paradoxe de Jevons. Vous savez, c'est à chaque fois qu'on invente une technologie pour optimiser un processus ou exploiter une ressource, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'on consomme davantage, on produit plus. C'est-à-dire qu'au départ, la digitalisation, c'était pour optimiser la numérisation, parce que c'est en français, c'est la numérisation. Digitaliser, c'est les anglo-saxons. Désolé. Oui, non, mais c'est...
Et Je ne veux pas me faire taper sur les doigts. donc la numérisation Ouais. de ces processus-là, en fait, va engendrer encore d'autres Oui, fonctionnaires oui, ou oui. d'autres Oui, oui, bureaucraties, ouais. et ça s'empile, et en fait, on simplifie rien du tout. Et le pire, c'est qu'on n'a plus de Mais contact. C'est-à-dire que voilà, c'est ça, on déshumanise. voilà, la déshumanisation de tout ça, c'est terrible parce que dès que vous rentrez pas dans les cases, c'est le cas de le dire, vous n'avez plus personne. Alors, si vous arrivez à obtenir quelqu'un au téléphone, alors les impôts, ça va encore parce Oui. que au moment, il faut un effort pour répondre, etc. Ça va. Mais par exemple, allez téléphoner à la sécurité sociale pour votre carte vitale. Allez renouveler votre carte grise. Et ben, vous n'avez plus que le numérique. Et ben, quand on ne sait pas faire, comme moi, je suis perdu. Alors, on dit, ah ben, t'as qu'à t'y mettre. Mais non, je considère que le progrès, le vrai progrès, c'est de s'adapter à l'homme. C'est pas l'inverse. Moi, j'ai pas envie de m'adapter à la machine. Oui, bah, C'est ça le vrai oui, progrès. mais en fait, c'est ça, c'est cette uniformisation poussée à l'extrême. On Et doit tous rentrer on va tous rentrer. dans Mais des de toute robots. façon, oui, Ouais. bah, c'est bientôt parti. Vous avez vu, il y a maintenant un hôpital en Chine Il où y a plus l'intelligence d'infirmières. artificielle remplace les médecins et peuvent traiter, et c'est surtout Ouais. ça qui est intéressant, jusqu'à 10 000 patients. C'est horrible. Et enfin, oui, Alors, c'est horrible. Parce qu'on vous parle de touchez médecins. là à un sujet effectivement qui me passionne, c'est que l'aide à la décision, je veux bien. Par exemple, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, les radios, ça c'est une aide à la décision. Mais c'est le médecin qui derrière analyse et choisit. Or maintenant, c'est la machine qui va commander. Oui, parce que quand vous l'aide à la décision, l'ordinateur vous dit bah, vous avez 80% de chance pour que ce soit ça. Ouais, C'est-à-dire, bah, vous allez forcément Voilà. prendre les 80%, vous n'allez pas prendre le reste. Donc forcément, effectivement, on est poussé par cette Le logique de la pire du machine. pire du pire, c'est dans certains hôpitaux, maintenant, il y a des robots qui viennent vous apporter des cachets. C'est-à-dire que Ouais, vous n'avez même plus de c'est contact atroce. humain. Non, mais voilà, vous C'est voyez, la atroce. déshumanisation Ouais, en marche, enfin, ouais. qui est plus en marche forcée, hein, voire C'est horrible. entre-temps C'est horrible. de la société. Donc c'est Ça le progrès alors? Bah oui, et donc on multiplie, encore une fois, les points d'attention de nos cerveaux pour cette distraction administrative avec ce millefeuille. Le juridisme aussi, c'est pareil. Enfin, Kafka et les lois, enfin, cet La empilement norme. absolument dingue de lois, de réglementations, de décrets, c'est insupportable. Avec des contrôleurs qui vérifient que vous avez bien suivi les processus, etc. Alors ça, on est champion en France. C'est-à-dire que pour régler un problème, on fabrique une norme et on dit le problème est réglé. Mais ça ne règle pas le problème en Non, fait. bah pas du Ça tout. crée Non. une norme. Ça crée une norme qui crée d'autres problèmes Voilà, par ailleurs, c'est parce ça. que on va justement avoir une logique Ouais. il faut rentrer dans les clous, et on va faire des choses. Enfin, je prends Ouais. l'exemple par exemple de la formation professionnelle avec au départ il y avait Datadoc et maintenant il y a Calliope, et donc Ça, c'est chinois pour moi. C'est alors, quoi ça? ce sont justement des systèmes de certification Ouais. euh, auxquels vous devez vous soumettre pour avoir droit, parce que vous savez que la formation et les entreprises payent une Ouais. taxe, parce qu'on est champion Ah ouais, du ouais. monde de la taxe, donc les entreprises payent pour se former. Et cette taxe est redistribuée ensuite par des OPCO, donc c'est des organismes collecteurs qui après redistribuent. Mais pour pouvoir, là où avant c'était de gré à gré, enfin même on pouvait, vous discutiez avec le patron ou avec le DRH et vous vous entendiez sur un prix, sur une modalité d'intervention. Aujourd'hui, on est obligé de passer par une certification et, par exemple, pour un consultant, mettons une formation de 2 jours, un accompagnement de 2 jours, il a au minimum une demi-journée d'administratif. Ah oui. Quand c'est pas une. En plus, il faut payer, parce que c'est vraiment un racket. C'est-à-dire qu'on est obligé de payer l'organisme certificateur, et comme c'est extrêmement complexe, on est obligé de se faire accompagner par un spécialiste. Donc, juste au travers de cet exemple, pour montrer à quel point on est, et indépendamment, encore une fois, de la pertinence On s'en fout. de la formation ou de l'apprentissage. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que rentrer dans voilà, les clous. c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus le bon sens qui gouverne les esprits, c'est de rentrer dans la norme, même si la C'est ça. norme est totalement Et stupide, donc, on arrive à un ouais, système, c'est- l'accompagnement des c'est managers ou des directeurs qui doit s'étaler dans le temps, parce que l'homme... Non, on fait maintenant des sessions de une demi-journée, par exemple, juste pour intégrer des choses complexes, puisque on est dans l'humain. Et est-ce que on pourrait, je ne sais pas comment dire, parce qu'on ne va pas faire des écoles du bon sens, mais
est-ce qu'on aurait pour la possibilité d'apprendre à bien faire son travail? C'est fini ça? Parce que Bah, moi j'ai l'impression que les gens s'en foutent totalement en fait. oui, alors pour le bon sens, il y a un truc que Thomas d'Aquin, notamment au Ouais. Moyen-Âge, disait, mais revenez au potager. Parce que quand Oui, c'est bien vous ça. préparez un potager, Ça il faut c'est défricher, il y a le temps. voilà. Puis il faut travailler. Ouais, Vous voyez, et voilà. je trouve que cette idée On de en revient chacun. à la vraie écologie. Et du coup, on La a terre ne ment exactement, pas. voilà, c'est ça. Oui, oui. Ouais, Et là, on revient dans le bon sens. ouais, Contre justement ces gens qui sont pleins ouais, tout d'innovations, à de fait. projets, Mmh. ça fuse dans tous les sens. Non, on revient sur le. Bon sens. Nous avons eu une avalanche de messages. Alors, je vais lire les défavorables d'abord. Il y en a pas. Attendez, l'idéo essentiel, faire rentrer. J'essaye d'en trouver un désagréable et j'en trouve pas. Alors, chers auditeurs, engueulez-moi, c'est le moment. Donc, un message. Merci d'avoir passé mon message. Ah bah voilà, c'est quelqu'un qui remercie d'avoir passé son message. C'est sympa. J'attends la réponse de l'aminateur et je retire le mot sidérant que j'ai utilisé. Ah, d'accord. C'est lui qui disait que j'étais sidérant. Mais je reste sur mes positions sur la fonte des glaces. Mais monsieur, restez sur Faut votre l'inviter. glacier. Hein. Mais s'ils font, ça va pas être facile. Sans rapport avec la fonte des glaces, mais problème tout aussi important, saviez-vous que 70% de la pollution microplastique des océans viennent non pas des bouteilles en plastique, mais des mégots de cigarettes jetés par terre et qui s'envolent vers les océans. Bien à vous, émission très intéressante. Ben non, je ne le savais pas, alors je rassure cet auditeur, je fume très très peu et quand je fume, en général, j'écrase bien ma cigarette dans mon cendrier, la cendre va dans le sac poubelle est bien fermé, je le mets dans le bac vert qui va dans une benne et la benne, elle va, je ne sais pas où. Voilà. Mais je ne jette jamais mes mégots par terre. Et il y a ça m'agace, ça c'est vrai, mais ça c'est une question d'éducation, hein. Ça, je suis Oui, désolé que bah, ce soit le respect. tous les âges, tous les peuples. Si on n'a pas le respect tout simplement, oui, on appelle ça comme on veut, de la nature, tout ça. Enfin, pour moi, c'est tout simplement de l'éducation. On jette pas les choses par terre comme ça, c'est tout. Euh, oui, alors, j'en arrive au virus, parce que l'heure tourne. Vous avez fait belle diatribe, là, sur les virus. Alors, on croit évidemment que c'est les virus biologiques, mais pas forcément. C'est La bêtise. la bêtise humaine, en fait, le vrai virus. Mais on est d'accord. Euh, Alors, par exemple, il y a des beaux passages là. Alors, on va quand même parler de la pandémie. C'est là où je voulais en venir aussi. La pandémie doublée d'une psychose. Fallait voir, il y a des séquelles. Et comme ils ferment les hôpitaux psychiatriques, vous pouvez plus compter les oiseaux dans la nature, échappés définitifs ou ceux cloîtrés chez eux, qui se sont volontairement emmurés. On les retrouvera plus finis. Heureusement, il y avait les vaccins découverts en un temps record par nos athlètes du médicament. Ah oui, c'est vrai que d'habitude, un vaccin, ça met 15 ans, je crois, pour être certifié, Hum, parce hum, qu'il hum. faut faire des essais cliniques, c'est très très long. Là, par miracle, en 2 mois ou 2 ou 3 mois, on a trouvé un vaccin extraordinaire. Euh, mais effectivement, il n'y a pas de vaccin contre les tarés, les fous qui sont dans la nature. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait des hôpitaux psychiatriques. Maintenant, on essaye On les de les ferme, enfin, bourrer. il y a moins de place. Hein. Voilà. Et alors, donc, on les bourre de médicaments. Mais encore une fois, s'ils les prennent pas, bah, ça donne des schizophrènes qui sont capables de poignarder des gens pour rien. Bah, c'est vrai que la pandémie, le virus, là, ça a été un moment Un déclencheur. formidable, apocalyptique, de révélation C'est-à-dire. justement des choses, avec une manipulation de masse, avec des choses, une sorte de totalitarisme, et puis enfin, c'est quand même fou, enfin, les histoires comment dire, d'imprimer soi-même le papier pour avoir l'autorisation de sortir de chez soi à quelques centaines de mètres. Et en fait, c'est caractéristique aussi de beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire.
Bien sûr, la finance, la performance, et derrière, en fait, au fond, c'est le quantitatif, le règne du quantitatif. C'est qu'on est aujourd'hui dans un domaine où on a perdu le point de vue et qualitatif et l'essentiel des choses. Donc, oui, le virus a révélé beaucoup de choses. A révélé beaucoup de choses. Aldous Huxley, j'aime beaucoup cette citation. La médecine a fait de tels progrès que plus personne n'est en bonne santé. C'est-à-dire qu'on pousse tellement les gens à faire des examens, à s'écouter, à prendre des médicaments que finalement on trouve toujours quelque chose. Bien sûr. Alors un jour, alors c'est le Covid un jour, ce sera, je sais pas moi, le truc du singe, là, pendant un moment, c'était là, je sais plus ce qu'il y avait. Enfin bref, donc on est tous des malades qui s'ignorent, c'est le docteur Knopf. Oui, complètement. Et puis, et de l'autre côté, on veut une machinerie très perfectionnée. De la santé très, très perfectionnée, avec l'hôpital, où il faut produire du séjour, où il faut faire plus d'actes, faire des économies. On parle de tableau Excel. Enfin, vous vous souvenez, je sais pas, il y a quelques années, je sais plus, où des chefs de service de la Pitié-Salpêtrière avaient démissionné en bloc. Ah oui, parce que ça devenait... Mais moi, je me suis occupé de remplissaient pas oui, parce qu'en fait, ils sont infantilisés. Enfin, quand même des professeurs, chefs de pôle, avec des tableaux Excel. Vous avez des administrateurs qui disent attendez, ça c'est vert, ça va bien. Attention, là, vous n'avez pas fait suffisamment de nuitées. Attention, quoi. C'est la consommation. C'est la consommation. Mon cher Bertrand Carrois, je suis obligé malheureusement de mettre fin à cette émission passionnante parce que l'heure tourne. Je rappelle, mon invité s'appelle donc Bertrand Carrois. Il a écrit l'abécédaire apocalyptique, que l'on peut trouver aux éditions Le Lys Bleu. Quant à moi, je vous dis dans 4 semaines, ce qui nous pousse, je crois, au 12 juin, le jeudi 12 juin, quelque chose comme ça. Vous calculez 4 semaines sur 4 jeudis. Merci à tous les auditeurs qui ont envoyé tout plein de messages. J'ai peut-être pas pu les lire tous, mais en tout cas, ça fait plaisir de les recevoir. Et puis, je merci à la technique, Aline, Stéphane. Et encore une fois, chers auditeurs, à la prochaine en juin. Merci. Merci.